point d'orgue de cette matinée. J'ai le plaisir d'appeler le chef étoilé Michel Saran, qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous. Bonjour Michel. Voilà, prenez un micro. Donc Michel, allez, Bonjour tout le monde. je vous présente rapidement. L'idée avec vous, c'est de comprendre en fait vos inspirations culinaires, d'avoir votre regard aussi sur ce que les entreprises de transformation peuvent faire pour innover, répondre aux attentes des consommateurs, mais aussi respecter l'équation goût-plaisir, et puis aussi, pourquoi pas, valoriser le patrimoine local. Alors, vous, Michel, le Sud-Ouest, vous connaissez, vous êtes né dans le Gers, vous êtes chef cuisinier aujourd'hui d'un restaurant à Toulouse qui porte votre nom, doublement étoilé au Michelin depuis 2003. On vous connaît sur le plan médiatique, allez, on passe rapidement l'émission de Top Chef. On vous voit aussi dans des séries, j'ai un peu travaillé et j'ai vu qu'on pouvait vous voir à pas mal d'endroits. Et puis, votre activité de chef, elle s'est diversifiée et c'est aussi ce qui fait sens aujourd'hui avec vous. Vous avez effectivement déjà développé d'autres activités de restauration avec Ma Biche sur le toit à Toulouse, avec Croque Michel, avec vos deux filles. Effectivement, une offre tout à fait accessible qu'on peut découvrir notamment à Toulouse, mais aussi Gare de Lyon à Paris. Et puis vous intervenez en tant que conseil auprès d'entreprises du secteur alimentaire au sens large. Donc vous connaissez bien la problématique de passation des enjeux d'une cuisine, c'est-à-dire un marché de niche, on va le dire, aux enjeux de l'univers industriel et d'une alimentation touchant le plus grand nombre. On va y revenir. Mais alors tout d'abord, on va faire un peu votre parcours. Michel, on va parler de vous. Allez, c'est important d'aller vers peut-être les premières rencontres qui vous ont inspiré. Une rencontre clé peut-être, c'est Alain Ducasse tout d'abord au début de votre carrière. Oh, ça c'est un raccourci, non en quelques mots, comment on devient cuisinier, il y a plusieurs voies. Moi, c'était un peu par défaut. Je suis, comme vous le disiez, fils d'agriculteur dans un département voisin qui est le Gers. C'est un petit village, Saint-Martin-d'Armagnac. Et je n'imaginais pas une seconde de devenir cuisinier. J'ai d'abord voulu être agriculteur, ensuite j'ai voulu être musicien, puis médecin. Ça c'était un petit peu plus tard, donc c'est comme ça que j'ai connu Toulouse en venant à la faculté de médecine de Toulouse, où j'ai fait deux premières années que je qualifierais de tourisme étudiant, où j'ai pas vraiment travaillé. Et quand on est jeune adulte, il y a une problématique, c'est que et les règles de la société, c'est que voilà, il faut un métier, on se marie, on fonde une famille, etc., etc. Moi, j'avais pas le boulot et ma maman, qui est vraiment ma première rencontre, c'est la toute première, bien sûr, mais aussi professionnellement, c'est elle qui m'a dessiné cette vie. Puisqu'elle a été une des premières à monter des fermes auberges, et je commençais à travailler avec elle le week-end pour me gagner un peu d'argent, puisque ma vie étudiante en avait besoin. Et puis après, quand la médecine m'a fait comprendre qu'il valait mieux que je fasse autre chose, j'ai commencé avec elle, et c'est comme ça que la cuisine a démarré, mais sans passion. D'accord, effectivement. Donc, prendre soin des autres, à défaut de les soigner, satisfaire leur appétit, l'envie de plaisir. Et dans votre parcours, quelles sont les cuisines qui vous ont, avec lesquelles il y a eu tout de suite un écho, qui ont été en adéquation avec ce que vous aimiez? Ça se construit, ça se fait pas comme ça. D'abord, on apprend un métier, on apprend la technique, les produits, et c'est après qu'on apprend à les transformer. On voit comment les chefs pour lesquels on travaille. J'ai travaillé avec Michel Guérard, avec Alain Ducasse, avec Michel Lorrain, avec des cuisines complètement différentes, puisque comme je dis souvent, la cuisine est un moyen d'expression. On raconte sa vie, sa culture, ses voyages, sa famille, on raconte plein de choses. Et donc d'abord, il faut apprendre un métier, et après, avec ces éléments indispensables, on va faire sa propre cuisine. Et comment on construit sa cuisine? Eh bien, avec tous les éléments dont je vous parlais. Moi, j'ai un fort ancrage sud-ouest. Je suis quelqu'un aussi, comme beaucoup, qui adore voyager, et j'ai eu la chance de pas mal voyager. J'ai deux filles qui m'ont amené sur des terrains que j'imaginais pas, mais qui m'ont apporté
de nouvelles idées pour ma cuisine. Et comme ça, on raconte une histoire jusqu'à ce que j'arrive à Toulouse et que je m'installe et que là, j'essaie de rentrer dans ce qui pour moi est une évidence. Et un restaurant à Toulouse, c'est un restaurant à Toulouse avec toute la ruralité autour, toute la richesse des produits de notre région qui est je pense, un des greniers les mieux fournis de France. Et voilà. Et plus la mixité d'une ville aussi, parce que je me considère aujourd'hui comme un cuisinier urbain. Et donc voilà, avec tout ça, je mets tout ça dans des casseroles et j'essaie d'en faire une cuisine. Et alors, l'ouverture du restaurant, c'était juin 1995. Auparavant, on ne va pas faire toutes les étapes, mais finalement, pas mal de passages autour de la cuisine méditerranéenne, de poissons. Ça a été formateur pour vous? Ça a été extrêmement formateur. Ma première rencontre avec Alain Ducasse, à l'époque, il était au Jeune à Juan-les-Pins. C'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier et surtout qui m'a accepté dans ses cuisines, sachant que je n'avais aucun bagage et aucune technique. Et donc, c'est lui qui m'a donné ma chance. Après, j'ai tourné, je suis revenu chez Michel Guérard, donc dans Lyon, chez Lorrain. Mais je suis revenu, ma première place de chef a été sur les bords de la Méditerranée. Puis ensuite, j'ai été chef au Mas du Langoustier à Porquerolles, où je suis resté quelques années avant de revenir ici. Donc c'est vrai qu'au départ, c'était une cuisine qui était tournée vers la Méditerranée et qui est une cuisine très particulière, très différente de la nôtre, mais qui m'a beaucoup apporté et beaucoup enrichi. Et donc, ouverture du restaurant en juin 95, la première étoile vient très rapidement, la deuxième en 2003. Voilà, il y a un peu d'eau qui a coulé sur les ponts. Quand on regarde aujourd'hui les menus, comment vous qualifieriez votre cuisine? Allez, j'ai fait le curieux, caille en cadaïf jus à l'encre, croquettes d'abati cuisses en ragoût. Qu'est-ce que ça vous inspire? La cuisine, c'est le reflet d'une société. C'est pour ça que c'est un art populaire, la cuisine. Elle est le reflet d'une société à un instant T, avec tout ce qu'une région peut avoir, mais également tout ce qui va arriver de l'extérieur. Et donc, c'est en perpétuelle évolution. C'est vrai que ma cuisine d'aujourd'hui, moi je me suis installé donc il y a 27 ans, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont et ma cuisine a considérablement évolué. Mais comme l'habillement, comme tout évolue et il faut vraiment qu'on soit toujours en marche et que tous les jours on se pose des questions et que tous les jours on soit sensible à tout ce qui se passe autour. Et alors justement, vous êtes en marche vers quelle orientation? Ça c'est difficile, je suis en marche vers... je suis toujours en quête du meilleur plat, je suis toujours en quête des meilleures expériences, je suis toujours en recherche de bonheur professionnel. Même si j'estime être quand même gâté, j'ai une vie qui est sympa, hyper active, mais à travers ma cuisine, je suis obligé de tenir compte de tout un tas de choses, des envies, de toute l'évolution. La société évolue très très vite. Il y a une mixité ethnique, il y a des techniques nouvelles, nous devons être des éponges et absorber tout ce qu'il y a pour aller toujours plus loin, mais c'est extrêmement excitant aussi d'essayer de relever de nouveaux défis en permanence. Et on dit souvent effectivement que la restauration gastronomique est une source d'inspiration, y compris pour l'alimentation de tous les jours. Au menu dans votre restaurant, filet de merlu, de ligne, bouillon de taille. Moi j'ai tendance à voir dans votre menu que vous mêlez plus que jamais différentes saveurs du monde, qu'il y a des combinaisons inédites que vous recherchez. C'est quoi une ville aujourd'hui, si ce n'est pas cette mixité? Donc, j'essaie de me caler. Alors là, vous parlez d'un menu qui change toutes les semaines. Donc, j'essaie d'apporter des saveurs nouvelles. Il peut y avoir des moments avec un retour aussi aux basiques régionaux dont je m'inspire. C'est pas que je m'en inspire, c'est que ça fait partie de moi. Mais j'aime bien... je n'ai pas de limite. Et je veux continuer à m'amuser et je veux essayer de faire partager mes clients et de faire en sorte qu'ils adhèrent à ces petits voyages que je propose.
Et ça passe par des rencontres, hein, vous l'avez dit. Vous avez cité Michel Guérard, hein, c'était un chef triple étoilé, hein, que vous avez rencontré au milieu des années 80. Et allez, on peut dire que c'est votre mentor en cuisine. En tout cas, il a eu une très grande influence, hein, sur vous, et y compris dans, je dirais, votre approche tournée vers l'accompagnement d'entreprises fabriquant des aliments, y compris des industriels de l'alimentaire. Tout à fait. Michel Guérard est un homme absolument exceptionnel, qui a une intelligence hors du commun et qui est un excellent cuisinier et qui n'a pas hésité à franchir des barrières que l'on nous interdisait un petit peu. Michel Guérard, c'est son partenariat avec Findus. Il a énormément amélioré la qualité des produits surgelés, disons-le. Ah ben, il a changé, il a enlevé les coins carrés des poissons panés, quoi. Il en a fait autre chose. Et moi, je me souviens, j'ai eu la chance de partir à Beauvais. Dans l'usine à l'époque Nestlé. Exactement. Et de voir dans un bâtiment aussi grand que celui-ci, Michel Guérard déambuler et se comporter comme un cuisinier dans sa propre cuisine à Eugénie-les-Bains, à dire non mais ça les gars là ça va pas, c'était assez surprenant, mais ça m'a énormément interpellé. Il faut savoir que nous, cuisiniers gastronomiques, même si c'est difficile à entendre, on a un schéma économique qui est hyper fragile. On vend très cher, mais tout nous coûte très cher. C'est-à-dire que pour servir 45 couverts chez moi en ce moment, il y a plus de 20 personnes. Donc c'est les contraintes d'être étoilé en fait. C'est les contraintes. Tout coûte cher, les produits coûtent plus cher, les arts de la table coûtent plus cher et il ne faut pas se limiter, il faut que ce soit toujours plus beau. Donc l'équilibre, il faut aller le trouver ailleurs. Et Michel Guérard m'a fait comprendre que un cuisinier, c'est aussi un chef d'entreprise et qu'il ne faut pas rester se cantonner devant son petit fourneau parce qu'on peut avoir d'énormes frustrations et d'énormes difficultés. Et donc cette approche de l'industrie agroalimentaire, moi je l'ai plutôt vécue positivement. Et en plus, je me suis aperçu que, avec tous les échanges qu'on a pu avoir, que l'industrie pouvait apporter à nos métiers d'artisans aussi. Ça va dans les deux sens. Exactement, sur des techniques, sur des analyses très précises auxquelles nous, on ne pensait pas. Et donc finalement, c'est une mise en commun d'expertise qui est bénéfique pour tout le monde. Alors Michel, vous avez notamment travaillé pour New Rest Wagon-Lit, Elior dans le catering aérien. Je ne vais pas citer toutes les collaborations. Il y a une collaboration actuellement dont on peut peut-être parler, c'est Cité Gourmande à Agen. Il y a beaucoup de représentants sur la technopole agroalimentaire d'Agen qui sont présents ici à ce CEFIA Toulouse. Donc Cité Gourmande, une filiale du groupe Le Duf. Et donc là, qu'est-ce qu'ils attendaient de vous ? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous, puisque c'est d'actualité ? Oui, c'est d'actualité. Et on essaie d'améliorer. Tout à l'heure, j'écoutais les précédents intervenants. Moi, mon souci premier, c'est la recherche de plaisir. Voilà, l'alimentation, c'est beaucoup plus que se nourrir. Et cette notion de plaisir est très importante. Alors, dans l'industrie, le plaisir, c'est retrouver des choses simples qui, quelquefois, ont disparu avec tous les process industriels. Et donc là, ils sont venus taper à ma porte en disant, bon voilà, nous, on travaille sur la frite au four, la frite surgelée que l'on remet en température au four. Et pour moi, c'était une ineptie. C'est-à-dire que toutes les frites que je goûtais comme ça, je disais, mais c'est pas une frite, parce qu'une frite, pour moi, c'est croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. C'est ce qu'on m'a toujours appris. Et quand je goûtais leurs produits, je dis, mais non les gars, ça va pas. Il faut trouver quelque chose. Et bien, oui, vous allez trouver. Et donc, on travaille et j'avoue que les résultats sont plutôt positifs. Et donc, voilà, j'essaie de les accompagner dans la recherche de qualité. Eux m'imposent un cahier des charges, m'imposent leur process, et à moi de faire en sorte qu'avec ma connaissance et mon expertise culinaire, mais à petite échelle, je puisse améliorer les tonnes de patates qu'ils traînent. Alors, qu'ils traitent, pardon. Voilà, qui transforment. Ce sont effectivement des spécialistes de la transformation de la pomme de terre. Ils font aussi des gnocchis. Des gnocchis, tout à fait. Alors ça a été le premier produit qui sort en grande surface, estampillé avec ma photo, estampillé Michel Saran. J'ai goûté leurs produits et visiblement, il y avait un problème dans leur process. Ils étaient allés trop justement sur le côté industriel en occultant
quelques démarches à faire pour garder du moelleux, pour garder... Et ça a été très facile. Moi, l'analyse qualitative et gustative, je l'ai faite rapidement. Après, il a fallu que je trouve des réponses. J'ai réussi à leur trouver. Je les ai accompagnés au niveau de leur usine, de leur fabrication. Et ça fonctionne. Mais alors justement, parce que effectivement, dans la culture industrielle, on doit répondre à différents enjeux, évidemment, de performance, de productivité. Dans votre restaurant, vous n'avez pas, quelque part, vous avez une certaine liberté, vous n'avez pas toutes ces exigences-là, enfin cette pression. On a d'autres contraintes. Vous avez d'autres contraintes, mais ça veut dire quoi les accompagner? C'est-à-dire que vous ne limitez pas à une appréciation sur la qualité gustative, il faut trouver des solutions techniques pour résoudre les problématiques. Ben là, on ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si leur gnocchi de départ était trop... moi, je les trouvais trop collants, trop consistants. J'ai donc analysé leur process en disant, à mon avis, là, il y a un problème sur cette étape. Est-ce qu'on ne peut pas faire différemment? Et donc, toute la recherche et tout le travail que l'on a pu faire ensemble pour s'apercevoir que finalement, avec juste des petites variations, toute la recette changeait. Et l'exigence que j'ai moi au niveau du goût, que mes clients ont au niveau du goût, dans l'industrie, on ne l'a pas forcément parce que l'univers de la gastronomie est un univers qui est vraiment très marginal et très, qui représente 2% de la population peut-être, qui ont cette approche et cette capacité d'analyse. Donc cette capacité d'analyse, je l'ai mise à leur service pour améliorer. Et souvent, quand j'ai les premières discussions avec les industriels, je dis toujours, vous ne m'imposez rien. Vous allez m'écouter, on doit y arriver. C'est votre presque jusqu'au boutisme qu'on recherche. Oui. Et il ne faut surtout pas penser que ça ne peut pas se faire en industrie. Parce que les premiers vont se dire, oui, non, mais là, ça va être trop compliqué, on n'y arrivera pas. Avant de dire ça, on va essayer. Et c'est vrai que on peut avoir des difficultés, on a des difficultés sur certains produits, mais sur d'autres, ça se fait très naturellement et très facilement. Alors, un des enjeux de la matinée, c'est de parler effectivement des produits régionaux d'Occitanie, du Grand Sud-Ouest. Quel est votre regard, au fond, sur ce que proposent les transformateurs de la région? Quelle est votre appréciation? C'est assez difficile parce que moi, personnellement, je ne travaille pas beaucoup avec l'industrie agroalimentaire. Ma démarche est d'aller chercher le petit producteur, le petit transformateur, c'est de l'accompagner, de l'aider aussi et de faire en sorte, j'ai mon petit fournisseur de légumes qui est un copain d'enfance dans le Gers qui me fait des produits magnifiques qu'on ne trouve pas en industrie. Je vais chercher mes pièces de viande, c'est pareil, chez des petits éleveurs. Mon foie gras, c'est une ferme à Aignan que ma mère a travaillé déjà avec eux. Donc la recherche n'est pas la même. Ce qui est sûr, c'est que le constat que je peux faire, c'est qu'on est dans une région extrêmement riche en produits. On a une image qui est aussi, à travers le monde, ça je peux le voir, très positive, qu'on a des produits, notamment des plats cuisinés comme le cassoulet, qui est connu dans le monde entier. On a une très belle image. Par contre, on a beaucoup de mal, je trouve, à industrialiser ces produits. C'est ça. Et là, je travaille donc avec Cité Gourmande sur de la pomme de terre. On ne peut pas dire que la pomme de terre soit le produit local, par définition, produit local. Et on voit, j'écoutais les intervenants précédents, on voit que finalement, l'industrialisation touche des produits qui ne font pas partie de notre richesse patrimoniale et de notre culture gastronomique. Alors, pourquoi? C'est vrai que nous sommes dans une région extrêmement rurale, oui, très peu industrielle. C'est une chance et peut-être une limite en fait. Oui, alors est-ce qu'il y a des raisons? C'est vrai qu'on a tendance à vouloir garder ce côté artisanal et c'est très bien de trouver de très beaux produits, c'est très bien. Mais moi, quand on parle du cassoulet sur toute la planète, je trouve que c'est très bien aussi d'avoir un Airbus qui est fait à Toulouse, que l'on retrouve, enfin que tout le monde connaît. C'est bien parce que pour qu'une région se développe, je crois qu'il faut qu'on parle d'elle. Et pour
parler d'elle, il faut que ça touche un maximum de personnes. Donc forcément, ça passe par l'industrialisation, y compris au niveau de l'alimentaire. Et donc, quel est le conseil finalement que vous donneriez à ces entreprises régionales pour justement franchir ce cap presque psychologique? C'est compliqué. Quelles sont nos richesses? Si on prend par exemple la culture du canard, Oui. canard gavé, on voit tous les problèmes que l'on peut rencontrer avec les Antilles. Pourtant, on a un produit, le foie gras, c'est extraordinaire. On a un produit comme la truffe. Difficile de lui faire passer un cap parce que c'est un produit qui est très cher. On a des produits comme ça qui sont des niches avec des petites exploitations agricoles. Alors comment les industriels, sans dénaturer les produits aussi, parce que trouver de mauvais foie gras dans des grandes surfaces, ça rend Oui, vous trouvez service que à personne, je trouve. l'annualisation de la consommation du foie gras, c'est pas votre truc, quoi. Mais moi, mon truc, c'est la qualité avant tout. Mais je reste persuadé qu'on peut faire de la qualité dans l'industrie. Sinon, je ne serais pas là. Donc, il faut avoir une vraie réflexion sur... J'écoutais, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de vergers. Il y a certainement énormément de choses à faire autour des fruits pour donner une autre dimension. On a quelques produits qui sont... Mais même si on parle des pruneaux, est-ce que les pruneaux, quel est le marché du pruneau à l'échelon mondial? J'en sais rien. Mais je suis persuadé, parce que c'est un produit qui a une forte connotation sud-ouest et une typicité, une originalité, moi, que j'apprécie beaucoup. Donc il y a certainement des choses à faire. Mais tout ça, ça passe par des réflexions qu'il est peut-être intéressant d'avoir, quoi. Et vous recevez des produits régionaux, des tentatives peut-être d'innovation, de mise en valeur de filières qui finalement étaient au stade presque de niche et qui se développent? Non, moi, on ne vient pas rarement me proposer des produits, que l'on veut inscrire dans une démarche industrielle. Alors, au contraire, je vais recevoir, parce que dans le sud-ouest, en ce moment, il y a des produits qui arrivent. C'est ça. Oui, il y a quand même il y a de l'innovation. Enfin, je pense au caviar d'Aquitaine, par exemple. Le caviar d'Aquitaine, mais ça reste une niche. C'est une niche. Le safran. Oui. Tous les jours, je reçois des échantillons de safran. Bon, quand on connaît le prix de revient et la somme de travail qu'il faut pour faire du safran, ça ne franchira jamais, et puis surtout le prix, ça ne franchira jamais l'échelle industrielle. Donc, moi, ce que je reçois, ce sont des produits de niche, d'exception, mais je pense que ça en reste là. Rares sont les industriels qui viennent me faire goûter leurs produits. Je pense à un exemple, vous venez du Gers, notamment dans la filière spiritueux viticole. Les cépages qui étaient voués à l'Armagnac, on les retrouve, le Colombard, le Ligny, dans des vins qui ont beaucoup de succès. Allez, pour en citer un, le Tariquet. Oui, alors le Tariquet, c'est dû à un homme, Monsieur Grassat, qui a, face à la mévente de l'Armagnac, là encore, je pense on n'est pas très fort au niveau du commerce en Gascogne. Je pense qu'on peut s'améliorer. Quand on voit le succès du cognac face à l'Armagnac, on peut avoir des regrets parce que le produit est tout aussi bon. Et alors face à ça, certains ont pu réagir, comme Grassat qui aujourd'hui a une exploitation énorme et qui peut inonder la planète de colombards. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Malheureusement, ça reste très... Un exemple. Ouais, c'est un exemple. Ouais. Effectivement. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un déclic psychologique? Est-ce que vous n'avez pas envie de dire aux transformateurs et aux industriels qu'il faut oser, il faut y aller, quoi? Mais pas qu'aux industriels. Ça, j'ai envie de le dire à toutes les personnes qui sont dans notre région. Notre région est belle. Je trouve qu'on a beaucoup de chance. Et je trouve qu'il nous manque un peu d'audace pour que cette région rayonne. On voit, je parlais d'Airbus, il y a des acteurs formidables, que ce soit au niveau artistique, à tous les niveaux. On a des produits formidables. Il faut oser.
Mais une fois de plus, je le dis à tous, parce que déjà les industriels ont une démarche qui est assez audacieuse et qui va à contre-courant de cet esprit paysan, je dis ça avec beaucoup de respect étant fils de paysan, mais cet esprit paysan qui est un peu dans un conformisme, dans une crainte que le bon parte au profit de l'industrie. Je crois que ça, c'est pas un bon calcul. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux. Il faut nourrir de plus en plus de bouches et on a besoin de l'industrie. C'est ça. Ça, c'est une évidence. Et ceux qui critiquent, je voudrais juste leur rappeler qu'il y a plus de 3 millions d'enfants qui meurent de faim dans le monde tous les ans. Et pour moi, c'est un vrai problème. Et si les industriels peuvent apporter une solution à ça, aider, ça c'est le vrai sujet. Ça, c'est le vrai sujet. Donc, plutôt que de crier sur l'industrie, faisons en sorte certes, qu'elle s'améliore, parce que tout n'est pas propre dans l'industrie, mais tout n'est pas propre dans l'artisanat non plus. Donc le discours très sectaire, enfin, ça est très radical. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère qu'on mette ensemble, en commun, nos expertises pour aller sur la bonne voie, qui est la qualité, nourrir le plus de personnes possible et le mieux possible. Merci Michel. Alors c'est la fin de notre première séquence de l'intervention de Michel. On peut l'applaudir déjà pour ses réponses sur cette interview. Nous allons poursuivre avec deux temps. Le temps dégustation. Michel Saran s'est déclaré volontaire pour effectivement déguster en live quelques produits d'entreprises innovantes qui étaient là ce matin. Des produits régionaux alors ? Alors qui sont fabriqués ou en tout cas qui sont portés par des entrepreneurs régionaux. Effectivement, on va pouvoir en discuter. Et puis à l'issue de cette séance, un jeu de questions-réponses pour ceux qui le souhaitent. Vous aurez effectivement un temps de questions-réponses avec Michel Saran. Alors, j'appelle à me rejoindre les entreprises qui ont témoigné et qui ont des produits, qui ont des produits à faire déguster. Alors je pense à la société Bal au Flurin avec David Marguerite, produit de la ruche. Rejoignez-nous. On va déguster vos produits. Je pense à Robin Castello, cofondateur de Mium, Cyril Rouffet, fondateur de PAPS, et puis Renaud Ducot, directeur commercial de Rouage. Alors, on va essayer de faire les choses dans l'ordre parce que, donc du coup, on a du miel, on a des cookies, on a des chips et on a une infusion. Alors attendez, on va y aller progressivement. On va commencer. Est-ce qu'il y a du salé? Les chips, oui. Voilà. On va commencer par les chips PAPS et puis ça on va garder. Et on garde pour plus tard, ouais. Parce que vous voyez, ça c'est la Alors c'est Mium, les cookies. Autour du haricot. Voilà. Je pense que j'ai été un des premiers, je m'en fiche, c'est pas, mais à travailler le haricot en dessert. Ah oui, alors ça intéresse Robin Castello qui veut faire de la glace. Je faisais, oui, j'ai fait un dessert qui était à base de haricots tarbais et c'est une réflexion et une idée que j'ai eue en allant au Japon. Oui. Le Japon, dont la cuisine est extrêmement riche, aussi complexe que la nôtre, avec une finalité et un produit très différent. Mais en dessert, ils étaient nuls. Et le seul dessert qu'ils avaient, c'était la pâte de haricots rouges. Ah oui, c'est vrai. Qui est servie à la fin de la cérémonie du thé, la suki. Et je me suis dit, mais c'est curieux, pourquoi ils sont allés travailler le haricot en dessert? Nous, on fait bien du riz au lait. Après tout, pourquoi pas? Et donc, j'ai essayé de mixer les deux. Et je me suis dit, je vais cuire le haricot dans du lait, avec du lait de coco et du rhum. Et ça, bien sûr, alors, c'est un dessert que j'ai eu à la carte pendant très longtemps, et où j'ai essayé d'enlever tout ce qui est pénible dans le haricot, le côté un peu trop farineux ou le côté un petit peu vert, mais avec le rhum ça passe. Alors on va commencer par la dégustation du premier produit. Donc Cyril Rouffet, il s'agit de l'entreprise PAPS, chips bio aux légumes et riz complet. Alors je vous laisse les proposer à Michel. Prenez un micro si vous voulez. Moi je veux voir quand même. Oui, donc comme je l'expliquais juste avant, déjà je suis honoré de vous présenter mes chips. Ce sont des chips à base de 3 ingrédients, donc du panais, de l'oignon et de la farine de riz complet. D'accord. Donc 3 ingrédients bio français. Et l'idée c'est que je forme une pâte de chips que je reforme au four
Donc nos chips ne sont pas frits dans l'huile, ce qui Ils sont permet cuits au d'avoir four. exactement, ce qui permet d'avoir une chips 70% moins grasse qu'une chips classique. Et on est aussi en taux réduit de sel. On connaît un peu les conséquences du sel aujourd'hui sur la santé. Et nous, sur une chips dont on va chercher la croustillance en lui enlevant l'eau, tout simplement, et sans utiliser la friture pour emmener la croustillance. Donc vous avez 65% de légumes, du pané, de l'oignon. Le reste, c'est de la farine de riz et une aromatique paprika. Voilà, donc 100% français et que nous fabriquons donc à Agen, juste à côté d'ici. Voilà, alors pour Michel, c'est un exercice voilà, difficile. Il va pas vous livrer évidemment une analyse, mais c'est une impression, c'est ça qui nous intéresse effectivement. En tout cas, l'enjeu de la croustillance est évidemment fondamental hein, sur des chips comme celle-ci. Et j'imagine qu'au niveau de la cuisson, c'est le paramétrage temps-température qui fait la différence. Exactement, puis ça permet d'avoir surtout des chips, vu qu'on ne cuit pas dans l'huile. Voilà. On évite la formation d'acrylamide qu'on a souvent Et sur oui. les chips de pommes de terre, qui est donc une substance néoformée qui a été démontrée comme cancérigène. Donc sur ce procédé de fabrication-là, on évite aussi ça. Donc Vous montez moins en température, donc on n'a pas la composition d'acrylamide. Exactement, et on est donc sur un produit qui est vraiment une alternative. Moi j'ai créé ça à la base pour mes 3 filles. Je voulais vraiment apporter une alternative à ce marché de l'apéritif en disant voilà, on peut prendre plaisir en se faisant du bien, tout simplement. Non, mais c'est un beau produit. Alors, clairement, c'est vrai que pour moi, c'est plus une galette qu'un chips finalement. Parce que c'est une pâte que l'on cuit au four. Tout à fait, on est sur un produit hybride, tout à fait. Ouais. Voilà. Alors que le chips, c'est juste une tranche d'un produit que l'on va... parce qu'on peut faire un chips de pommes de terre au four aussi. Tout à fait, Ça marche aussi. exactement. Et là, on a un produit qui est déjà élaboré, Oui. où on a énormément de croustillance. Donc ça, c'est bon. Et c'est vrai que c'est le riz qui amène cette croustillance. Tout à fait. Tout à fait. L'aromatisation est bien, c'est bien dosé. C'est pas trop salé, juste ce qu'il faut. Après, en finale, si je devais mettre petite réserve, c'est vrai qu'on a, comme il y a un peu d'épaisseur, une fois qu'on a mangé, il y a un peu le côté pâte, justement, qui est normal puisque c'est un produit élaboré. Oui, Voilà. tout à fait. Ouais, je comprends tout à fait. Voilà. Mais c'est un joli produit. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bon, ben, merci pour cette Merci. première impression en live. Hein. L'exercice est pas évident, mais c'est riche d'enseignements. On voit bien aussi hein, tout l'intérêt de pouvoir dialoguer avec un chef. Alors, on a dans les produits à déguster un produit un peu atypique et je pense que le meilleur moment finalement, c'est entre le salé et le sucré. C'est le concentré de la société Rouage, le concentré de Verjus. Renaud, vous pouvez présenter votre... Ça va réveiller normalement, non? Normalement, c'est acide. Hein. La vache. Nous, on est producteur d'ingrédients aromatisants. Le micro. Alors, on allume le micro et voilà. Renaud Ducot de la société Rouage. Donc, on est producteur d'ingrédients aromatisants 100% naturels, qui sont de véritables. On parlait tout à l'heure d'améliorer un petit peu les process industriels, les recettes. C'est notre but. C'est ça en quoi on contribue. Sous principe d'infusion, on vient avoir une infusion très intense sur tout ce qui va être du monde végétal. Et ce qu'on mettait en avant, c'était un de nos savoir-faire aujourd'hui avec le domaine du Siorac, donc qui est sud d'Ordogne, parce qu'on a à cœur de travailler localement, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc on utilise la matière première, donc le produit de qualité et un produit qui a une vraie histoire, le verjus, qu'on vient nous pouvoir concentrer pour des fins dans la restauration, pour en utiliser un petit peu moins. Il y a un travail écologique dessus sur réduction de l'eau. Et pour pouvoir aussi travailler sur des mayonnaises végétales, venir les aromatiser ou créer des boissons type limonade avec ces bases concentrées. Alors ça, c'est typiquement le genre de produit qui me pose problème. Alors bon. Enfin, qui me pose problème parce que, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup de verjus. Moi, perso, non, j'ai jamais pu. Mais effectivement, c'est un acidifiant naturel qui peut remplacer le citron avec en plus une aromatisation différente. Ouais. Donc c'est juste une espèce de blocage. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que Il faut trouver le bon usage, en fait, la bonne application. Oui, non, mais c'est Une méconnaissance Ça aussi, aussi, c'est une méconnaissance. Et puis il faut changer les habitudes. Il faut changer les habitudes de travail. C'est vrai qu'on a une palette d'ingrédients. Et on a tendance à jouer toujours, même si on va aller chercher quelques ingrédients qui sont plus faciles à intégrer dans la cuisine. Je sais pas, le gingembre, la citronnelle. Mais de la même façon que j'aurais du mal à travailler des insectes,
le verjus, plusieurs fois j'en ai reçu, je me dis, comment on peut décider d'en faire un produit industriel, parce que quel est le marché réel? Est-ce qu'il y a un vrai marché? Alors sur le Je vous monde le souhaite. industriel, je pense pas. Envers la restauration, je me dis qu'il y a quelques pistes à explorer. Et c'était voilà, le but aussi de mettre en avant ce produit qui est un peu méconnu. On parlait qu'est-ce qu'on en Oui, c'est fait, ça. mais Et- souvent c'est qu'on ne le connaît pas. On le retrouve en fait dans certains le restaurants. retrouve Il dans commence ça, à être approprié, effectivement, mais effectivement, c'est. Alors voilà, évidemment, c'est concentré, très là. acide. Là, c'est un concentré, hein, Michel. Là, il faut pas y aller trop fort. faudrait pas vous abîmer. On va prendre de l'eau après, peut-être, pour vous Mais permettre de J'ai goûté déguster des les choses autres pires. Mais c'est très aromatique. Ouais. Par contre, c'est un très joli nez où on retrouve le raisin. Enfin, ça c'est parce que c'est pas toujours le cas dans le verjus. Hein. non, il y a Donc ça, c'est Différentes très aromatique. C'est vrai que c'est à utiliser en ingrédients. Hein. Là, on est dans une dégustation qui n'est pas conforme à la réalité. Ouais, effectivement, c'est. Il faut en mettre sans doute une Très peu, ouais. très, Non, très mais peu. ça me gêne pas. J'ai une pointe d'amertume quand même. Ouais. J'ai une pointe d'amertume, mais effectivement, c'est un produit qui peut tout à fait rentrer dans la composition de certains aliments, dans des marinades, dans des process culinaires, dans des recettes. boissons Oui, vous aussi, parliez de mayonnaise, acidifier une mayonnaise, bon, on n'en met pas beaucoup, mais il faut toujours quelques gouttes d'acide. Mais même dans des cocktails, hein, même dans des cocktails, ça peut. Ouais, c'est le cas déjà aujourd'hui auprès Ouais. de. Bon, plusieurs merci mixologistes. en tout cas, merci Renaud, merci Michel pour cette appréciation. Alors effectivement, hein, c'était pas la dégustation piège, mais je rappelle que c'est un ingrédient donc à utiliser évidemment avec parcimonie dans les plats. Encore deux produits, on va passer à Moum et les cookies. Robin, C'est ça. allez, à vous la parole. Donc, est-ce qu'il y en a un qui vous tente plus? Caramel, cranberry, noisette? Qu'est-ce qui vous fait le plus envie? Je vais prendre le noisette Ouais. parce que cranberry, il y a un peu d'acidité. Oui, Pas on a trop. eu un Je lot viens d'en d'acidité avoir, là. là. J'ai besoin un peu de douceur. Alors, quelques mots sur les cookies, Robin. Donc en fait, nous, on a formulé donc, des cookies avec la volonté de faire quelque chose qui soit 100% végétal. Donc on a sorti le beurre, on a sorti les œufs qui sont généralement dans les cookies, et on a remplacé par du haricot blanc et de la purée d'amande. Donc c'est eux qui viennent en fait substituer la texture et substituer le rôle du beurre dans le cookie. Et après, chose classique, du sucre, des pépites de chocolat. Mais c'est un porte-pièce, ça, non? C'est un porte-pièce, ouais. Exactement, je vois que rien ne vous échappe. Vous avez l'œil. Et rappelez que le profil nutritionnel fait qu'on est un Nutri-Score A. C'est ça, Donc exactement. l'enjeu, En c'est fait, d'être gourmand tout en étant sain. Exactement. En fait, là, sur ce produit, par exemple, on va être à 18 grammes de sucre au 100 grammes. Ah oui. Comparé à un produit classique, on va dire, on est plutôt entre 30 et 40. Donc, on est à quasiment 2 fois moins de sucre. Tout l'enjeu, en fait, pour nous, c'est de venir montrer qu'on peut se faire plaisir, qu'on peut avoir quelque chose de gourmand en faisant meilleur pour la santé. Donc, j'entends par là moins de matières grasses, en tout cas, du moins d'origine saturée, saturée, moins Vous de en avez sucre. mangé un peu de gras, vous, quand même. Bah, d'où Ah, le mais il se fait que cache les pas, cookies... Robin, il aime bien snacker. Hein. Ah, mais ça, c'est que... Vous mangez pas des cookies tous les jours. Hein? Non, pas cela tous les jours, mais c'est vrai que j'en ai mangé un paquet avant justement d'avoir l'idée de se lancer sur ce produit-là. Alors, très honnêtement, bon, c'est bon. Alors, en plus, tout ce qui est un peu sucré, même si c'est pas trop sucré, mais c'est flatteur. C'est rarement mauvais. Donc, c'est bon, mais les ingrédients dont vous parliez, le beurre et les œufs, ça me manque, moi. Après, il faut pas croire, je mange aussi du beurre à côté. Hein, faut pas Non, mais plus, je hein. parlais voilà. pas pour vous. Mais dans la Bien sûr, dégustation, Bien sûr. c'est un autre produit. C'est un autre produit. Et là... Ça manque de moelleux, peut-être? De rondeur? Pour moi, ça manque certains arômes. Enfin, ça manque. En tout cas, moi, personnellement, il y a Bien certains sûr. arômes qui me manquent et peut-être un peu de croustillance sur le tour. Ouais. Parce qu'en fait, vous avez du mal à croûter autour. En fait, c'est pas le même process que par rapport à des biscuits industriels. C'est pas une boule qui vient s'étaler. C'est, comme on l'avait dit, en porte-piécé et ensuite cuit au four. Et en fait, la pâte qu'on a développée permet pas justement d'avoir ce profil et Ouais. de pouvoir avoir une boule qui s'étale. Oui, mais même quand vous le cuisez au four,
Donc en sucre, il y a moins 44% de sucre. C'est ce sucre à la cuisson qui apporte un peu de caramélisation et Exactement. qui apporte donc une texture supplémentaire et qui me manque un peu là, enfin qui me manque. vrai que En tout cas par rapport à des cookies. Parce que vous le cuisez à quelle température, Robin? À température, à basse température comparée à des Ah, cookies classiques. d'accord. Un Et peu c'est moins, pour ça un peu aussi. moins, en fait, pour pouvoir justement déshydrater le produit aussi et enlever un peu plus d'eau. Donc ils cuisent plus longtemps mais moins fort que des cookies classiques. Et moins de réaction de Maillard, peut-être moins de Ça caramélisation. dépend. Après, on a un autre produit, donc le caramel, qui lui justement va être plus croustillant parce qu'il y a les pépites de il faut que caramel. je le goûte, Ah alors. bah, avec plaisir. Alors on enchaîne le double de cookies. Mais c'est vrai que si c'est des cookies 5, on en mange 2 fois plus. Robin, il y a un peu. Mais Enfin, pour vous, c'est pas un problème. la cuisson basse température, autant. Ah ouais, là c'est très différent. Ah oui, effectivement, il a vraiment. Alors déjà, l'apparence est très différente, hein, on voit bien. Autant la cuisson basse température, ça fait partie des process, des nouveaux process qui sont arrivés par, je pense, un peu par l'industrie aussi. Oui, complètement. Ça, c'est un plus considérable dans nos métiers. Et cuire des poissons basse température ou même des pigeons, moi je fais un pigeon basse température, le résultat est surprenant. Mais après, pour certains produits, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ah d'accord. Ben, on parle du sucre, le sucre, ça va le ramollir, mais ça change complètement le process qui est utilisé en pâtisserie. Je comprends. Et on va demander au sucre une réaction particulière de caramélisation qui apporte une structure, une texture et un goût. Ah oui. Et si on est en basse température, on n'a plus la même chose. Oui. En fait, donc c'est pas, quand je dis basse température, on est quelques degrés de moins par rapport à ce qui se fait. Donc on est moins de 180 degrés par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Oui, d'accord. Mais l'intérêt, c'est de venir en fait extraire l'eau du produit, justement pour avoir aussi ramené plus de croustillance lors de la cuisson, puisqu'on n'a pas le beurre. Oui, mais effectivement, ça préserve quand même la qualité des ingrédients. Il n'y a pas le choc thermique qu'on peut avoir avec d'autres process. Ouais. Après, effectivement, ce que disait Michel, c'est plutôt les viandes cuites à 60 Celui-là- degrés, celui-là 80 degrés. est un peu plus sucré en. Votre caramel, il vient d'où là? C'est un fournisseur de caramel classique, caramel du coup qui est végétal, donc sans poudre de lait à l'intérieur. Alors, je vois qu'on ouvre des vrais questionnements. Ce que je vous propose éventuellement, c'est peut-être de les prolonger ensuite, à moins qu'il y ait une dernière D'accord. remarque, Michel, mais j'ai l'impression que Non. ce caramel vous intrigue. Oui, parce que souvent, moi, le caramel, il n'y a pas de poudre de lait. Hein, le caramel, c'est du sucre, voire cru. Et oui. Ouais, Mais après- il est souvent mélangé avec de la poudre de lait dans les industries. Donc nous, on l'a choisi justement pour qu'il soit végétal. Donc c'est sans poudre de lait, mais c'est souvent le cas. Ouais. D'accord. Il a un goût, il y a un goût qui me gêne dans le caramel. Lequel? Ben justement, c'est un goût de caramel industriel, moi. En fait, on nous a souvent dit, les gens peuvent nous trouver des arômes de coco sur ce produit-là. Chose qu'on ne met pas du tout de coco. Alors je ne sais pas si vous l'avez trouvé Non, peut-être, non. mais c'est des retours Non, qu'on a non. eu. Bon, on Voilà. voit en tout cas que la dégustation apporte beaucoup d'éléments et de sources de réflexion, mais je sais que... Mais attention, hein, les produits sont bons. Hein. Oui, voilà. Les produits bien sont sûr. très bons, hein. Et Enfin, c'est l'idée, pas c'est que- d'être constructif, mais c'est Ouais. vrai qu'il faut aussi mettre carte Là, sur table et je se fais dire ta- les je- choses. Je joue à Top Chef là, mais. Ah bah ouais, c'est vrai, j'ai l'impression que ça me rappelle quelque chose. Ouais. Ouais. Allez, dernier produit, L'Eau Flurin, donc entreprise bien implantée à Maumbourguet, près de Tarbes, spécialiste des produits de la ruche. Et donc, alors, entreprise qui est très connue pour Ah ses ouais. extraits de propolis, mais qui fait également des miels. Alors, on va donner un micro à David Marguerite, responsable production. Alors, Merci. qu'est-ce que c'est quels sont les miels que vous proposez? Donc j'ai proposé un miel d'oranger et un miel de sarrasin. Et le miel d'oranger, il change un peu. C'est quelque chose d'assez, on va dire, assez classique dans la consistance des miels, mais le sarrasin pas du tout. Et qui fait pas forcément l'unanimité. Donc je me Et disais que ça pouvait être intéressant de proposer à Du Michel de sarrasin, Bézanne. Ouais. parce que alors il y a le sarrasin, on a du mal à en trouver. Du coup, c'est des cultures. Dans le Gers, il y a pas cultures mal du Gers. de sarrasin dans le Gers. Et alors c'était une culture plutôt bretonne, effectivement. Ouais. Mais dans le Gers, il s'en développe pas mal. Mais c'est un miel très 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 particulier. Moi personnellement, j'adore. Je crois que c'est mon préféré avec le châtaignier. Mais il fait oui. pas l'unanimité. Et je lis pas dans le visage de Michel. Mais Non, pour l'instant, c'est un visage imperturbable. On attend le verdict.
C'est très particulier, effectivement. C'est normal, la mousse dessus. Oui, c'est les cubes. C'est en fait, comme il est pas chauffé, il est brut. D'accord. Donc il est un petit peu, on va dire, pour dégrossir, un peu mélangé pour casser la structure s'il est un peu cristallisé. Et ça fait une petite écume. Ça mousse, c'est tout à fait naturel. Alors c'est un miel qui est un peu grainé. Oui. Un peu cristallisé, ouais. Ouais, Une un légère peu cristallisé. cristallisation. Ouais. Mais il a un goût, j'avoue, c'est assez désorientant. Je C'est un trouve. peu lié au parfum aussi. Il a un parfum, Ouais, non, un mais peu, c'est- ouais. Parfum étable dans Des tables. dans la construction Tout à fait. de Exactement. la C'est roue ça. des parfums. Ouais, c'est comme ça qu'il le qualifie. Ouais. J'allais dire, ça sent la ferme, mais la ferme Ouais, c'est animale, ça. quoi. Ouais, Il y a un côté un peu, Ouais, ça sent il y a un au de goût. cuir Oui. peut-être presque. En tout cas, Ah, pourquoi ouais, pas de- comme ingrédient dans une pâtisserie pour apporter. Non, mais on peut tout faire. Ouais, Même monsieur pourrait peut-être l'utiliser dans les cookies. Hein. pourquoi pas. Mais c'est voilà, de temps en temps, on tombe comme ça sur des produits qui sont désorientants. C'est pas pour ça qu'ils sont pas intéressants, mais ça demande à changer un petit peu sa vision. Le miel, C'est ça. c'est parce que alors là, des miels, j'en reçois beaucoup aussi, énormément Ouais, de j'imagine, miel, ouais. et j'en travaille pas plus que ça dans ma cuisine, c'est comme ça. Mais je goûte de tout. Ça, j'avoue que C'est la première fois que, Ah que oui. vous goûtez un miel de sarrasin. Bah, Ah déjà, ouais, voilà, mais il faut faire le temps de l'appréciation, de la Bon choix découverte. alors du coup. Et l'autre, David, donc c'est un Une- miel de fleurs d'oranger. fleur Miel d'oranger. ouais. D'accord. Bon, un Là, peu, les- un peu les- plus, ah, un peu plus classique. Plus classique, avec des orangers qui viennent d'où? D'Espagne. D'Espagne pour le Ouais. coup, forcément. Et oui, parce que après, bon, on aurait Menton et compagnie, mais c'est plus. Et d'où vous êtes, finalement, et d'où vous êtes finalement, l'Espagne, d'où c'est pas on loin. est, ouais, c'est pour ça qu'on a une culture qu'on appelle nous euro-régionale. L'Espagne est plus locale que l'île finalement. Oui, on veut bien l'entendre. oui, alors la fleur d'oranger, ça par contre dans les cuisines du sud-ouest, Oui. par chez nous, c'est un arôme que l'on retrouve souvent et que personnellement j'utilise aussi, y compris dans la cuisine salée. Ah oui, J'aime bien parfumer à la fleur d'oranger les volailles. parce que j'aime bien tous les ingrédients qui, lorsque vous mangez le plat, vous font dire ah ben là je suis dans le sud-ouest. Ah d'accord. Cette appartenance, moi, à la région est très forte. Même si à côté, il va y avoir d'autres ingrédients qui peuvent projeter au Japon ou autre, moi, je dis, ah ouais, ça c'est sud-ouest. Quoi. Ah oui, d'accord. Et là, ça en fait partie. Ouais. Et, Ouais, et on le donc, sent, par on exemple, le avec sent, quoi on- vous l'utilisez? Quoi donc? Le miel de fleur d'oranger. Ah, moi, je l'utilise pas, mais. Ah d'accord. mais vous non, l'utilisez je pas. parle Mais ça de la pourrait. fleur d'oranger. Ah, de la Mais ça fleur peut- d'oranger en tant que telle. Mais ça, c'est très facile à utiliser en pâtisserie. Avec, enfin, je sais pas, hein, je pense au cannelé parce que le cannelé me rappelle la fleur. Moi, j'adore les cannelés à la fleur d'oranger. Et que là, il y a quelque chose à faire autour de ça. Mais on peut parfumer des crèmes, on peut parfumer ce que l'on veut. Il y a des miels que l'on caramélise parce que le miel qui caramélise a une odeur qui est assez exceptionnelle. Mais c'est pas la peine d'utiliser un miel de fleur d'oranger parce qu'on va perdre ces arômes floraux. Le miel de sarrasin caramélisé, là franchement, je sais pas ce que ça pourrait donner. Ça vaut le coup pourquoi pas, d'essayer On a- parce que c'est des arômes Avec un gâteau au chocolat. presque tertiaire. Enfin, c'est vraiment des arômes. Oui, c'est assez fort. Je l'ai proposé à un futur partenaire en Bretagne qui est spécialisé dans le caramel et qui fait des caramels avec des graines de sarrasin. D'accord. Et on va essayer d'optimiser la gamme avec du miel de sarrasin dedans. Intéressant. Pour essayer à la David. fois ouais. D'accord. Merci. Intéressant, Alors, bravo. bravo, on peut applaudir voilà, les entreprises qui ont bien voulu se prêter au jeu de la dégustation et de l'appréciation de Michel Saran. On a le temps pour une ou deux questions. Si vous souhaitez vous manifester, c'est le moment. On a un micro qui circule dans la salle et ça sera la dernière séquence pour cette matinale. Est-ce que le micro circule pour madame au premier rang, s'il vous plaît? Alors merci de vous présenter avant de poser votre question. Merci, bonjour, Soraya El Fati, start-upeuse, passionnée de gastronomie, enchantée, chef. Parlez bien dans le micro. Moi, j'ai une question. Étant passionnée de gastronomie depuis toute petite, moi, j'ai grandi avec une double culture, et bretonne et marocaine, donc bercée par des valeurs
est différente et totalement complémentaire en gastronomie. Néanmoins, j'ai développé une entreprise qui propose en fait des alternatives végétales aux poissons et aux fruits de mer. Quelle est votre position à vous, chef Saran, sur les alternatives végétales ? On sait tous et on est tous concernés par la raréfaction des fonds marins, par ces massacres des bateaux, notamment sur les côtes espagnoles. Nous, notre entreprise, elle a pour but finalement d'apporter des aliments bons, mais avant toute chose sains, en sachant que dans 50 ans, on ne pourra plus manger de poisson. Alors la végétalisation de l'alimentation, Michel. Je ne vais pas vous faire plaisir. Non, je suis contre tous les excès. Donc effectivement, de voir comment notre planète est menacée, la prise de conscience que l'on doit tous avoir, j'y suis sensible. Et après, à contrario, je déteste qu'on m'impose des choses et des vérités. Je n'ai pas la connaissance nécessaire pour analyser tout ce qui se passe, mais moi ça me fait... J'ai failli être vulgaire. Il y a des produits que j'aime et j'ai pas envie de m'en passer de suite. Alors je pense qu'il faut apporter un peu de raison dans notre consommation. Il y a le problème dont je parlais tout à l'heure, qui est qu'on a encore une planète où des personnes meurent de faim. Je sais qu'il y a des démarches, je pense notamment aussi à la viande cultivée, qui est un process dont on parle. Ah oui, alors là, effectivement. Non, mais je dis pas. Je parle de toutes les démarches qu'il y a. Et dans les nouvelles démarches, je sais qu'il y aura des excès aussi. Que tout n'est pas... Enfin, moi, là, ça me fait un peu flipper, la viande cultivée, quand même. Mais je suis pas... Je connais pas suffisamment. Je demande à apprendre, à connaître. L'idée de départ est bonne. Vous connaissez la viande cultivée ? Oui, bien sûr. Alors, non, mais effectivement, là, c'est de la viande, on va dire, élaborée, effectivement, reconstituée par synthèse. C'est presque du génie génétique. C'est ça. Mais là, madame est vraiment sur autre chose. Et vous en fait, êtes au fond, complètement sur autre chose. Alors, ouais, juste un complément, mais rapide, jeu de ping-pong. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Nous, on est parti chercher ce que mangent les poissons et ce qui va leur donner le goût, l'odeur, mais avant toute chose, les nutriments. Donc, on va chercher finalement quelque chose qui est inné et que tout le monde mange à la base. Ce n'est pas un produit fabriqué, mais c'est un produit finalement qui nourrit lui-même le poisson. Donc, on n'est pas dans de la science-fiction. Non. Oui. Et c'est une alternative. En fait. C'est naturel. Oui. On va piquer la bouffe au poisson, quoi. Non, pas exactement. Mais en tout cas, ça vient interroger la place du végétal. Dans vos menus, les végétaux sont très présents, Michel. Mais bien sûr que les végétaux sont très présents et qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Et si je parlais du Japon tout à l'heure, c'est vrai que le Japon qui est extrêmement tourné vers la mer, mais exactement. Aussi, notamment la consommation des algues et des microalgues, oui. Et je suis pour ça. Mais je ne peux pas, moi personnellement, je ne peux pas manger que ça par contre. Si vous faites manger que des algues, voilà. On a compris, Michel, on n'essaiera pas. On a le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question au chef Michel Saran ? Alors, dernière question de monsieur. Bonjour. Vous présentez-vous, s'il vous plaît. Donc, Julien, ingénieur dans l'agroalimentaire. Je reviens sur la première partie de votre intervention. Vous avez parlé de vos interventions en entreprise avec des industriels. Dans l'agroalimentaire, on a énormément de spécificités de par tous les produits qui sont traités. Ça développe énormément d'expertise et on a des gens à tous les niveaux qui ont beaucoup d'ancienneté. Et ma curiosité, c'était quand vous intervenez en entreprise, comment vous arrivez à vous faire écouter, voire respecter par ces gens ? Comment ces gens qui ont une expertise de 30-40 ans dans ce qu'ils font vont arriver à intégrer ce que vous allez leur dire parce que tout Michel Saran que vous êtes, c'est des gens qui connaissent leur métier. Donc, je suis curieux de savoir comment vous arrivez à accompagner le changement. L'industrie agroalimentaire, c'est quelque chose quand même d'assez résilient tout en étant flexible. Alors, je vous répondrai deux choses. Moi, déjà, dans mon fonctionnement et avec mes équipes, je leur dis toujours 3 lettres. DRH, discipline, rigueur, humilité. L'humilité, on doit l'avoir et les industriels doivent l'avoir aussi.
Mais si je suis déjà dans leur entreprise, c'est que quelqu'un est venu me chercher. Donc il a fait un constat d'une défaillance ou d'un souhait d'améliorer. Et donc c'est à lui de faire passer le message et d'expliquer que c'est perfectible et que voilà, et qu'il faut qu'on s'écoute tous. J'arrive jamais en montrant que j'ai la science infuse. J'arrive avec beaucoup d'humilité parce que j'ai beaucoup de respect. Ça m'est arrivé aussi de travailler pour la restauration collective, notamment en santé, enseignement, entreprise, où tout le monde dit c'est dégueulasse. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait mais en même temps, j'ai beaucoup de respect pour des personnes qui vont servir 1500 repas parce que c'est une organisation, c'est une réflexion, etc. Puis il y a tout un tas de raisons qui font que ce n'est pas optimal au niveau qualité, mais on peut quand même améliorer. Donc les écouter, et pour les industriels c'est pareil, écouter. Bien sûr, moi je n'ai pas les expériences et je n'ai pas la connaissance scientifique qu'ils peuvent avoir sur leurs produits. Je sais juste déguster et dire, bon là il me manque quelque chose. Et est-ce qu'on ne peut pas améliorer ça, mais au lieu de se confronter, puis en plus moi je suis plus en à peine 3 semaines non plus, donc moi aussi je fais partie des vieux. Et donc qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'on est d'accord sur ce manque? Donc analysons-le et essayons d'apporter. Donc moi je vais apporter avec mon approche de cuisinier en quête de perfection, et même si je sais que c'est inatteignable, mais je vais apporter des petites choses, des petits enseignements que je peux avoir, et eux m'apportent aussi leurs contraintes et leur fonctionnement. Et honnêtement, parce que je suis sympa aussi, je n'ai jamais rencontré de problème avec les hommes. Jamais. Même s'il y a beaucoup de méfiance au départ. Mais ça, c'est peut-être comme en conclusion, la différence, elle est là. C'est l'homme. Parce que, quelle que soit la problématique, si on s'écoute, si on s'entend, et ça c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour tout, pour le fonctionnement, notre fonctionnement sociétal, si on s'écoute, ensemble on peut faire des choses. Merci Michel, humilité, écoute et quête de perfection, ça résume bien, bien votre approche. On peut l'applaudir chaleureusement pour son intervention. Merci à vous, c'est la fin de cette matinale, 3e jour du CEFIA Toulouse, émission à retrouver sur macefia.com en replay. Merci à tous et à très bientôt sur un prochain CEFIA à Rennes dès l'année prochaine et à Toulouse dans 2 ans. Merci.